j'ai appris à accepter le risque progressivement. Mais j'ai mis du temps à l'accepter. Donc au début, j'épargnais dans des produits très, très, très sécurisés. Je voulais plus perdre un cent. J'étais vraiment traumatisée. Et puis, progressivement, une fois que j'ai eu mes assises, je me suis dit, allez là, maintenant, tu as du temps devant toi, tu vas encore travailler longtemps, tu vas encore épargner longtemps, fixe-toi cette dynamique des projets et puis prends du risque parce que tout le monde le dit, le risque est payant sur le long terme. Celle qui a appris à accepter le risque, c'est Caroline. Investisseuse expérimentée, Caroline travaille dans le secteur bancaire. Son histoire avec les marchés se passe en 2 temps, comme elle prendra le temps de nous l'expliquer dans ce nouvel épisode de Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Elle a d'abord commencé à investir rapidement après ses études, il y a plus de 20 ans. Guidée par la mécanique des bons coups, à savoir un stock picking hasardeux qui ne se fiait qu'aux rumeurs et aux on-dit entendus dans les couloirs de la banque ou dans ses rapports avec les clients, Caroline a perdu beaucoup d'argent avec ses quelques paris ratés et a décidé de ne plus croire au marché. Vient alors le 2e temps, bien plus tard. Caroline a renforcé ses connaissances sur le fonctionnement des marchés. Et comme elle nous le dira dans ce podcast, elle a arrêté de croire au Père Noël. Elle nous expliquera dans cet épisode comment elle a fait pour se fixer des objectifs d'investissement réalistes. Céline Picmal-Prade, spécialiste des marchés, détaillera également avec nous les bonnes pratiques à mettre en place pour que son plan d'investissement tienne la route. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs, comme Caroline, qui s'est replongée dans ses souvenirs pour nous raconter comment tout a commencé pour elle. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci de venir dans nos studios pour partager ton expérience avec les marchés. Quels ont été tes premiers rapports avec la bourse, les marchés, l'investissement ? Donc mes tout premiers rapports datent de mes premières semaines en tant qu'employée dans le secteur bancaire. Donc j'étais employée vraiment pour des tâches de base et puis j'entendais autour de moi déjà beaucoup de gens parler de beaucoup de bons coups. Je vais peut-être souvent citer ce terme-là parce que le bon coup, c'était vraiment ce qu'on cherchait à l'époque. Et donc, j'entendais pas mal de collègues, de clients parler de ça. Et puis, intellectuellement, j'étais déjà assez intéressée par les marchés. Et donc, je me suis lancée comme on se lançait à l'époque, c'est-à-dire en espérant trouver la perle rare qui permettrait de gagner de l'argent vite et en prenant pas trop de risques. Et c'est une période, si on se replonge un petit peu dans nos livres d'histoire, c'est pas si lointain que ça, mais c'est une période où beaucoup d'entreprises actives dans le web, l'Internet commençait à arriver. Oui, elles étaient déjà bien présentes et on n'était pas loin de l'éclatement de la bulle, parce qu'on est mi-2000. Et donc, on surfait sur la fin de la vague, on va dire un peu spéculative. Et donc, à l'époque, effectivement, j'ai acheté 3-4 actions, je pense, individuelles, auxquelles je ne connaissais pas grand-chose, dont on me disait qu'elles allaient exploser, effectivement. Alors, ce qui est assez perturbant, c'est vrai, quand je revois les choses a posteriori, après toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est d'abord l'absence de diversification, c'est assez hallucinant. Et puis, l'absence de source, la qualité de la source que j'ai appris à soigner depuis avec beaucoup d'attention. Et donc, c'était des on-dit. C'était des on-dit et j'avais 3-4 valeurs peut-être sur mon portefeuille et des valeurs dans des pays étrangers en plus. Donc, je ne comprenais pas très bien dans quoi j'investissais. Oui. Et oui, donc c'était une période où, un peu comme après le Covid, l'engouement du grand public, il est un peu plus marqué. Mais à l'inverse de la période qu'on vient de connaître, l'accès au marché était beaucoup plus compliqué. Il fallait déjà un petit peu s'y connaître ou avoir des bons filons. Et toi, c'était via la banque, en fait. Via la banque, et je dirais même que les sources que je recevais, c'était, comme je disais, des collègues, mais aussi des clients. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, le cadre réglementaire était beaucoup moins important. Donc, les clients pouvaient nous passer des ordres comme ça par téléphone, qu'on devait faire valider, évidemment. Mais certains clients, parfois, nous appelaient pour 3-4 choses différentes. Et dans la conversation, il y avait la discussion sur une action à acheter. Et donc, cette fois-là, moi, je me souviens que les premières fois, j'ai dit « Ah bah tiens, ça a l'air pas mal, ce truc-là ». Puis je me documentais auprès de collègues, auprès de la banque.
Et c'est vrai que l'information était beaucoup moins facile d'accès, d'où la confiance aussi qui était beaucoup plus forte. Et l'écoute de soi qui était, je dirais, totalement absente. Mais ça, je dirais que c'est plus lié à mon expérience de l'époque. Je pénétrais dans un univers que je ne connaissais pas et j'avais choisi de faire confiance. Et quand on dit bon coup, ça implique un peu la recherche de performance immédiate, de vite gagner de l'argent. Comment est-ce que toi, tu ressentais les choses à ce moment-là ? Alors, tout dépend évidemment, et là, c'est peut-être les 25 années qui ont suivi qui vont répondre aussi. À l'époque, j'avais un objectif. Et aujourd'hui, c'est vrai que les objectifs, on en tient vraiment beaucoup compte quand on investit. Et donc, à l'époque, j'avais un objectif, il me restait un peu d'épargne, je venais d'emménager, j'avais payé mes meubles, voilà. Et puis, mon objectif, c'était de commencer à épargner pour éventuellement acheter une maison ou un appart. Et donc, à l'époque, je me disais, je vais arriver à peut-être faire 50, 70% en 6 mois, 1 an, sur quelques valeurs, et je pourrais les revendre, et puis je sécuriserai, et à ce moment-là, j'aurais peut-être un peu moins d'argent à épargner. Donc, il y avait un côté quand même loterie qui était très présent, mais qui était dû à mon manque d'expérience, très clairement. Aujourd'hui, je sais que ce n'est plus possible, c'est pas possible de faire du 50-70% sans prendre de risques. Et donc, ça ne s'est pas bien passé, alors, les premiers bons coups ? Pas du tout. Pas du tout. Pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Et ça ne s'est pas bien passé, donc ça veut dire que j'ai perdu plus de la moitié de ce qui me restait. Alors, c'était déjà pas grand-chose, j'avais 24 ans. Et donc, j'ai compris ce que c'était de reconstruire une épargne avec des objectifs. Alors, on a eu cette chance qu'après la crise de 2000-2001, les premières notions de planning financier sont arrivées. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je structure mon approche. Oui. Mais c'est intéressant comme expérience parce que tu as continué à investir. Donc, tu t'es pas dit c'est l'investissement qui n'est pas fait pour moi. C'est peut-être moi qui investis mal ou je dois un peu travailler sur moi. Il y a eu plusieurs éléments. J'ai continué à investir, mais j'ai mis du temps à m'y remettre. Beaucoup de temps. Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. D'abord, j'avais 24 ans. Donc, à 24 ans, on a des projets. Donc, j'ai quand même réfléchi par projet. Je me suis dit, j'ai envie d'acheter une maison. J'ai eu mes enfants. Et puis, je me suis retrouvée toute seule après. Donc, on doit rebâtir des plans d'épargne. Et ces plans d'épargne m'ont beaucoup aidée par la suite. Donc, j'ai recommencé, mais en essayant de prendre du recul par rapport à quelques éléments vraiment de base. C'est d'abord cette dynamique du bon coup, donc qui pour moi était vraiment à bannir de mes projets. Donc ça, c'était un élément vraiment important. Je me suis sentie responsable dans la mesure où je me suis sentie naïve. Voilà, j'ai fait des études plutôt littéraires où l'esprit critique, le croisement des sources est fondamental. Donc, ça me paraissait dingue d'avoir plongé tête baissée dans ce piège. Et donc, progressivement aussi, je me suis spécialisée vraiment alors en marché financier et j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. Et donc, j'ai commencé à réfléchir d'abord par rapport à des plans. Et donc, le mettre des couches, c'est fondamental. Et je suis repartie de la base. Donc, c'est-à-dire que d'abord, il faut un bas de laine. Et puis, une fois qu'on a ce bas de laine, on réfléchit à la fiscalité. Une fois qu'on a réfléchi à la fiscalité, on peut commencer vraiment à investir. Mais on ne peut pas le faire sans projet. On l'entend, Caroline a mis du temps à bien comprendre le fonctionnement des marchés, avant de se sentir à l'aise avec la bourse et en quelque sorte de croire à son plan d'investissement. Nous sommes allés interroger Céline Picmal-Prade, présidente de la société de gestion Picmal Houghton Investment. Elle a une longue expérience dans la gestion d'actifs et nous donne quelques conseils pour ne pas tomber dans les travers qui ont émaillé le parcours de Caroline alors qu'elle se lançait en bourse. Caroline, notre invitée, explique qu'elle a commencé en cherchant les bons coups en bourse. Est-ce que c'est une stratégie qui peut se montrer efficace à long terme ? Alors, le bon coup, ça peut être effectivement une stratégie efficace. Ce qui importe, c'est de comprendre ce que ça veut dire qu'un bon coup. Si un bon coup, c'est prendre une vague, c'est-à-dire prendre un bon point d'entrée sur les marchés financiers avec un prix raisonnable, et puis attendre d'arriver à son prix cible pour ressortir, ça peut effectivement être une bonne idée. Mais par contre, il faut être extrêmement
attentif parce que souvent, avec une stratégie qu'on appelle des bons coups, on peut se retrouver à faire des entrées-sorties et à se prendre ce qu'on appelle des portes de saloon, c'est-à-dire que vous allez rentrer quand tout le monde vous dit de rentrer, souvent au plus haut, et puis vous allez sortir quand tout le monde sort, c'est-à-dire au plus bas. Donc là, ça peut s'avérer extrêmement dangereux pour votre épargne. Donc les bons coups, pourquoi pas, mais surtout, ce qui est très important en bourse, c'est d'être discipliné, parce que si vous ne l'êtes pas, ça peut s'avérer extrêmement dangereux. Et on entend aussi que c'est pour un public averti, pour un public qui sait faire une analyse financière. En général, le grand public attiré ces derniers temps par l'investissement est plus tourné vers de l'investissement plus passif ou des produits qui nécessitent peut-être moins d'analyse. Le grand succès des 20 dernières années, c'est la gestion passive, puisque aujourd'hui, 55% de l'investissement sur les marchés actions se fait par l'intermédiaire de la gestion passive. On était quasiment à zéro il y a 25 ans. Donc on voit l'engouement pour cette gestion passive. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous achetez une gestion passive, donc vous allez acheter un indice, cet indice, il va répliquer le comportement du marché et vous allez automatiquement investir dans les gagnants d'hier. En 2000, si vous aviez acheté un indice sur la bourse américaine, donc le SP500, vous auriez automatiquement acheté pour 36% de votre portefeuille des actions technologiques américaines qui auraient énormément baissé et donc vous auriez eu une performance très mauvaise au cours des années suivantes. Donc il faut quand même faire attention parce que la gestion passive, ça marche quand vous avez une vague qui ne bouge pas. C'est-à-dire que si les tendances ne bougent pas, si vous êtes toujours avec les mêmes secteurs, les mêmes géographies qui tirent le marché, ça vous permet d'amplifier votre mouvement. Mais si jamais vous aviez des contre-pieds ou si vous avez des changements de leadership sur les marchés, eh bien cette stratégie peut s'avérer extrêmement coûteuse, extrêmement malheureuse. Regardez par exemple, depuis le début de l'année, si vous aviez pris un tracker sur les actions internationales, vous seriez avec une performance de moins 5%, alors que si vous étiez allé chercher vos géographies, vos entreprises, et que par exemple vous aviez eu l'idée d'aller chercher des entreprises en Europe ou ailleurs dans le monde qu'aux États-Unis, vous auriez eu, pourquoi pas, une performance à 2 chiffres. Donc il faut faire attention parce que le tracker, c'est une gestion automatique qui ne réfléchit pas et donc qui reste sur la tendance qui a prévalu jusqu'à présent. Elle ne va pas pouvoir être capable d'anticiper des changements. Donc si vous arrivez devant un mur, elle ne va pas voir qu'il y a un mur. Et en général, plus notre horizon de placement est long, moins on a de chances de se tromper. Tout à fait, mais là encore une fois, il faut faire extrêmement attention à vos points d'entrée. Imaginons par exemple que vous aviez voulu rentrer sur le marché des sociétés technologiques en 2000, quand tout le monde vous disait que c'était l'idée du siècle parce que Internet allait révolutionner le monde, eh bien il vous aurait fallu attendre 15 ans pour retrouver le cours de bourse auquel vous étiez rentré. Alors, effectivement, on peut être long terme, mais on peut l'être un petit peu moins quand même, en étant attentif au coût d'entrée et en étant discipliné sur la valorisation, parce que si vous aviez été attentif, vous auriez vu qu'en 2000, les valorisations de nombre d'entreprises de la technologie étaient extrêmement élevées et prenaient en compte une croissance à 2 chiffres pendant quasiment 100 ans, ce qui était beaucoup trop optimiste, parce que 100 ans, c'est très long. Dernière question. On entend aussi qu'il est bon de challenger ces stratégies. À quel point doit-on en parler autour de soi avant de prendre ces décisions ? Alors, il est de bon ton de challenger ces stratégies, mais en même temps, si vous réfléchissez au comportement des marchés financiers, ils ont tendance à être moutonniers. C'est-à-dire qu'à force de parler avec tous de vos approches, vous avez tendance à mettre en doute l'analyse que vous aviez faite au départ et vous finissez par vous comporter comme tout le monde et donc par répliquer ce comportement moutonnier et pourquoi pas à sauter de la falaise avec les autres alors qu'il n'aurait pas fallu le faire à ce moment-là. Dans l'investissement, ce qui est important finalement avant tout, c'est d'avoir une discipline, d'avoir une approche, de l'avoir définie avec une certaine clarté et de s'y tenir.
Retour chez Caroline. Comme le veut la tradition dans notre podcast, nous allons à présent jeter un œil sur son portefeuille d'investisseuse. Un portefeuille où la durabilité et les ISR sont omniprésents et où la quête des bons coups fait partie du passé. Place donc au scan du portefeuille de notre invité de la semaine. Alors mon portefeuille aujourd'hui, c'est un portefeuille que j'ai constitué et épargné. Et je pense que beaucoup de femmes de ma génération, donc je ne sais pas si je peux le dire, j'ai 49 ans, mais beaucoup de femmes de ma génération se sont retrouvées finalement dans cette dynamique aussi. On est quand même beaucoup de femmes à avoir une première vie, une deuxième vie, à devoir recommencer des épargnes. Mais aujourd'hui, le portefeuille, il s'est d'abord constitué sur une base sûre. Donc j'ai épargné dans des actifs sûrs avec un objectif de pension. Donc c'est de l'assurance vie de branche 21. Et puis, progressivement, donc, au bout de 5 ans, j'ai commencé à diversifier mon épargne vers des produits purement actions, mais avec aussi cette chance, puisque j'étais dans une période de constitution d'épargne, d'avoir la perspective long terme et de pouvoir lisser le risque dans le temps. Donc, j'épargne, je dirais, une dizaine, quinzaine de pourcents de mon revenu vers des produits d'action désormais, et des produits d'action donc, dont je délègue la gestion. Il est hors de question de travailler avec des bons coups. J'ai encore pas mal de gens autour de moi qui fonctionnent comme cela, mais dont le métier les amène chaque jour à surveiller les marchés. Moi, j'ai pas envie de ça et c'est pas mon métier non plus. Donc, je préfère déléguer. Donc ça, c'est un premier élément très important. Et le deuxième, c'est la durabilité. Et la durabilité, elle est devenue essentielle non pas parce que c'est une mode en soi, mais parce qu'elle permet d'intégrer des risques qui sont aujourd'hui intangibles, qui ne figurent au bilan d'aucune entreprise, mais qui pourtant ont un impact sur la valorisation des actions. Donc c'est fondamental pour moi. On sent aussi qu'avec les dernières années où on a vécu des hausses assez importantes des grands indices, y a plus de rendement à trouver dans le marché des actions. Et toi, tu es aussi en train de préparer une sorte de shift pour sortir un peu des assurances vie et mettre un peu plus de risques. Mais là encore, c'est pas du stock picking. Pas du tout. C'est via des fonds d'action ou des ETF alors. Oui. Et je le répète, c'est mon histoire qui fait que je ne veux pas le faire, mais d'autres femmes sont prêtes vraiment à le faire. Je pense qu'il faut distinguer le plaisir de boursicoter, qui est vraiment un plaisir en soi et qui appartient à de plus en plus de femmes aujourd'hui, et je salue vraiment cette évolution. Et l'envie simplement de se constituer un patrimoine de manière pragmatique en acceptant que le risque est payant sur le long terme. Moi, je n'ai pas aujourd'hui le temps ni l'envie de boursicoter, de faire du stock picking. Je reconnais en revanche le plaisir que ça peut procurer. Mon métier m'amène régulièrement à analyser le risque financier sur une valeur, son risque extra-financier aussi de durabilité. C'est une chose à laquelle je prends énormément de plaisir. Mais ma dynamique, c'est de documenter les gens et pas nécessairement de prendre une décision. Et je sens que ça influence énormément mon comportement d'investisseuse. Donc la question de la délégation, on la retrouve souvent chez les femmes. Beaucoup de femmes, du fait de leur syndrome d'imposteur, se mettent à déléguer. Et donc, beaucoup de communautés de femmes décident maintenant d'investir en faisant du stock picking pour se débarrasser soit de ce syndrome d'imposteur, soit de cette image qu'on leur colle aussi, parce que ça peut venir de l'intérieur d'elles-mêmes, mais aussi de l'extérieur. Je pars du principe que ça reste encore un biais important qui est induit par une société financière dominée par des modèles plutôt masculins. J'aime pas dire le mot masculin, parce que c'est un modèle en tant que tel, où les hommes ont été valorisés. On va plutôt dire ça comme ça. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas ce plaisir de boursicoter, je ne l'ai plus. Et je préfère, en tout cas, me documenter. Et on voit que chez les investisseurs, il y a vraiment ces deux images qui coexistent. Être documenté, c'est tout aussi important. Oui, on sent même que ces dernières années, même au niveau des brokers, on joue à fond sur mais si vous le faites vous-même, ça va vous coûter moins cher, il y a moins de frais. C'est devenu normal de faire ses choix tout seul. Toi, tu es contente que quelqu'un gère ton portefeuille pour toi? Oui, et comme je le répète, je ne crois pas au Père Noël. Et je pense qu'on sort d'une très longue époque dans le monde de la finance où les gestionnaires se sont fait peur à eux-mêmes.
probablement, parce que les lignes de conduite, les bornes, les limites aussi, n'étaient pas suffisantes. Et donc, la contrepartie, je dirais, de l'excès de risque et de l'inconscience, c'est l'excès de prudence. Et donc, je trouve que c'est pas quelque chose qui est valorisant pour les gestionnaires, quelque part, pas plus que l'excès de risque. Et là, je parle vraiment des comportements des gestionnaires qui se fustigent autant peut-être qu'ils se sont, par le passé, gorgés d'avoir les bonnes solutions. Peut-être que les deux sont trop extrêmes. Et en gardant une forme de pragmatisme, en évitant de complexer à l'excès, ils peuvent continuer de prendre ces risques aujourd'hui. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que la délégation est devenue très importante dans beaucoup d'institutions financières. Et donc, ce sont devenus des paquebots aujourd'hui qu'on doit gérer pour les clients particuliers et même institutionnels. Et donc, la ligne de conduite, c'est effectivement de ne pas prendre trop de risques. Et on a toujours ce mix entre le rendement et le risque qui est devenu majoritaire chez beaucoup de gestionnaires de fonds. Et donc, le vrai stock picking, on le retrouve parallèlement dans d'autres types d'activités, comme les gestions conseils que proposent beaucoup d'institutions financières, mais où domine encore une certaine version de la gestion, peut-être plus risquée, peut-être plus axée sur la performance à court terme, effectivement, et peut-être dans un monde idéal, on devrait arriver à pouvoir combiner ce pragmatisme avec une certaine dose de risque, mais que ce soit bien assumé par tous. Oui. Et alors, concrètement, avoir un portefeuille comme le tien, ça représente une ou deux rencontres annuelles avec un professionnel de la finance, pas plus? Alors, le portefeuille comme le mien, je dirais que 2 à 3 rencontres suffisent. Alors, et des points réguliers entre toi et toi-même pour voir où ça en est Mais même pas, je dirais. Même pas, parce que je pars du principe que le risque va être payant sur le long terme et que comme j'épargne vers du risque, de toute façon, puisque j'épargne chaque mois, il y aura toujours un moment où je vais faire les soldes. Et ça fait maintenant 10 ans, et chaque fois que j'ai le relevé, ou je regarde ce relevé, le rendement final me convient pour le risque que j'ai pris. Et compte tenu du temps qu'il me reste et de l'objectif que j'ai pour cette partie risquée, qui pour moi va servir à financer probablement l'installation de mes enfants, et j'ai encore quelques années devant moi. Oui, c'est ça, c'est des périodes assez longues. 10, 15. Assez longues. Donc 2 entretiens par an ou 2 réflexions, 3 maximum par an. Je me suis déjà posé la question quand même récemment, donc c'est la preuve que le risque revient quand même dans mon esprit à la faveur d'une correction boursière, de mettre une petite couche quand même dans ces fonds délégués. C'est la 2e fois que je me pose la question en 2 ans, donc je me dis que peut-être que je vais bien le faire dans le cours de cette année, donc ça progresse, c'est bien. Et alors, quelle que soit la réponse, il y a quand même un focus sur pas investir dans n'importe quoi, investir dans des critères qui te sont chers, comme la durabilité. Comment ça se matérialise concrètement? Est-ce qu'à tes entretiens, tu dis je veux voir tout ce qu'il y a dans le fond et dès qu'il y a quelque chose qui me déplaît, on déchire? Ou ça se fait comment? Non, je ne vais pas jusque-là. Une fois de plus, c'est le pragmatisme qui va prévaloir. Donc, on est aujourd'hui dans une économie qui se rapproche d'un réchauffement climatique pour prendre l'objectif environnemental plus proche des 3 degrés que des 2. Donc, ça veut dire que concrètement, on sait qu'on n'y est pas. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui font des efforts. Et donc, le pragmatisme prévaut. Donc, je pars plutôt d'une dynamique de transition. Je sais qu'il y a énormément d'argent qui circule et que si on n'investit pas dans les sociétés qui avancent, et puis qu'on les quitte, on va les laisser faire n'importe quoi. Donc c'est fondamental pour moi de continuer à investir dans des entreprises qui sont ouvertes au dialogue, qui sont en transition. C'est là qu'est l'argent. C'est là que l'argent doit partir pour aller vers un modèle plus durable. Donc moi, mon optique, c'est celle de la transition, mais avec une ligne rouge de tolérance zéro vis-à-vis de certains acteurs. Comme un méta, je ne pourrais pas supporter. Voilà. Je ne pourrais pas supporter qu'il y ait du méta dans mon portefeuille. Je ne suis pas très à l'aise avec Tesla non plus. Mais ça, c'est pour des questions de gouvernance, vraiment. Ouais. Mais des vendeurs d'armes? Non, ça, je ne peux pas non plus. Les vendeurs d'armes... Un pétrolier qui fait beaucoup d'efforts pour verdir.
Exactement. Mais alors, il faut avoir, je dirais, une feuille de route qui est scientifiquement vérifiée. C'est le fameux Science-Based Target. Il faut que les objectifs, je pense à toutes ces alliances comme le Net Zero, fassent partie des engagements de ces asset managers et qu'en plus, ils aient un agenda qui soit solide. Donc, vérifié scientifiquement et auquel ils se tiennent. Comme à chaque épisode, nous proposons à nos invités d'entrer en interaction avec vous. Vous qui nous écoutez ou fréquentez notre groupe Les Traqueurs de l'écho sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la question aux Traqueurs de l'écho. Notre invité a préparé une question rien que pour vous. Alors, la durabilité, c'est un élément essentiel pour moi. Aujourd'hui, quand on analyse un actif durable, on analyse sa qualité financière et sa qualité extra-financière. Ce sont deux analyses qui se superposent. Or, la durabilité, les caractéristiques ESG, c'est vraiment quelque chose qui est immatériel et qui n'est pas encore assez analysé en termes d'impact financier. Donc, en gros, quelle est la latence environnementale qui pèse sur un actif boursier? Et donc, moi, j'aimerais demander aux trackers de l'écho s'il serait possible pour un investisseur, quel qu'il soit aujourd'hui, de pouvoir comprendre quels sont les risques financiers liés justement à ces caractéristiques de durabilité. Quel est aujourd'hui le risque financier lié à l'exposition environnementale, par exemple, de cet actif, qu'il se soit une action, une obligation. L'exemple, c'est typiquement une entreprise qui n'est pas alignée sur les exigences en matière de neutralité carbone. Qu'est-ce que ça lui coûte et quels sont les risques aujourd'hui ? Envie de répondre à Caroline ou d'entrer en contact avec nous? Venez rejoindre notre groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook ou écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation. À la semaine prochaine.